internationale organisée par la Cité de la Solidarité internationale et Bioforce en ce mardi 24 mars 2026 pour vous parler des compétences recherchées dans la solidarité internationale. Avec nous ce soir, Céline Laloux, qui vous présentera la partie vraiment essentielle de cette session d'information dans un premier temps pour le compte de Bioforce, et puis ensuite il y aura une session de questions-réponses. Donc pendant la présentation, pendant la première partie, vous pouvez d'ores et déjà commencer à rédiger vos questions dans la partie conversation de votre fenêtre Teams. Et je passe tout de suite la parole à Céline Laloux. Il y a aussi avec nous Alice Rochon de la Cité de la Solidarité internationale. Et voilà, je les remercie toutes les deux. Et on vous souhaite une bonne session et on y va. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia pour l'introduction. Donc oui, je suis Céline Laloux. Moi, je suis consultante pour toutes les questions d'orientation, conseil carrière, et je suis également formatrice à Bioforce, principalement en orientation justement, travail sur le projet professionnel, thématique RH et management. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Bioforce, donc Bioforce, on est un centre de formation qui existe depuis une quarantaine d'années. Donc un centre de formation reconnu dans l'humanitaire, alors principalement au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc on travaille aussi avec des structures locales et nationales. On a deux centres de formation, un qui est basé en Europe, à Lyon, et un qui est basé en Afrique, à Dakar. Et on a également un pôle d'activité au Moyen-Orient, basé au Liban. Et notre objectif, c'est de développer, renforcer les compétences des personnes et des organisations qui travaillent dans la solidarité internationale et l'humanitaire. Donc voilà, à la fois destiné aux particuliers qui veulent se former soit des formations courtes, soit des formations métiers longues certifiantes, soit en appuyant directement des structures, des associations, qu'elles soient de grande taille au niveau international ou de plus petite taille au niveau local. Voilà, pour former les équipes avec l'objectif de les rendre à même de répondre au mieux aux enjeux et aux crises. Donc notre idée, c'est de rapprocher vraiment la formation des terrains de crise. Voilà, et donc c'est aussi à ce titre-là qu'on a un partenariat avec la CSI, voilà, pour aussi orienter voilà, toute personne qui pourrait être intéressée d'entrer ou d'évoluer dans le secteur. Et donc la Cité de la Solidarité internationale, c'est une structure d'appui à la solidarité internationale qui a une vocation transfrontalière, qui se matérialise à travers différents programmes centrés sur les partenariats multi-acteurs, sur un centre de ressources, de création de connaissances et de formation et d'information qui est Cogite, et c'est le cadre dans lequel s'inscrit cette session. De Cohabit, notre programme Cohabit est un tiers-lieu ici à Annemasse, à la frontière franco-suisse, qui accueille des ONG sur son plateau. Si vous êtes vous-même bénévole dans une ONG et que vous êtes sur notre territoire et que vous cherchez un lieu où domicilier votre ONG ou avoir vos réunions ou avoir un bureau, vous pouvez venir solliciter la CSI pour être hébergé sur Cohabit. Coexiste, c'est notre incubateur de partenariat ONG Entreprise. Il marque aussi une partie de notre ADN pour faire du lien entre les différents acteurs de la solidarité internationale. Et Soliway, qui est notre salon biennal, qui a lieu tous les 2 ans, donc au mois de novembre. Le dernier a eu lieu les 14 et 15 novembre 2025 à Annemasse. L'ensemble des conférences a été enregistré et vous pouvez les retrouver en replay, tout comme le replay de cette session sur la chaîne YouTube de la CSI. Je te rends la parole, Céline.
Merci. Alors, le Zoom métier, ici, on a un rendez-vous pour notre deuxième Zoom métier de l'année. Donc, fin février, pour ceux qui ont suivi, il y a eu un Zoom sur les acteurs et les métiers de l'humanitaire. Donc, dans la suite logique, on va aborder aujourd'hui les compétences qui sont recherchées dans l'humanitaire en creusant voilà, un peu quelles sont ces compétences et puis quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place pour identifier les compétences qu'on a déjà. Et puis, il y aura un troisième rendez-vous fin avril, donc le mardi 21 avril, pour un Zoom dédié à la préparation aux entretiens de recrutement dans l'humanitaire. Alors, dans la suite du dernier Zoom, je vais repartir des certains nombres de constats qu'on a dans le secteur. Le premier, c'est vraiment la professionnalisation du secteur. Donc, on observe une multiplicité d'acteurs et d'actions, vraiment ces 15 dernières années. Une complexité accrue aussi des terrains d'intervention, notamment avec les enjeux de localisation de l'aide, euh, avec voilà, le recours de plus en plus à des compétences au niveau local. Et puis aussi, on observe une spécialisation vraiment des différents métiers, ce qui nécessite du coup des compétences de plus en plus pointues. Et puis en parallèle aussi, une hausse des exigences de qualité et de transparence, avec le souci de vraiment vérifier la qualité des interventions qui sont réalisées sur le terrain, et puis aussi la transparence dans l'utilisation des moyens, des fonds, tant du public que des bailleurs, qui nécessite aussi tout un ensemble de personnes qui ont les compétences pour pouvoir gérer au mieux cette qualité, cette transparence. Et puis même pour ceux qui interviennent sur le terrain, de pouvoir respecter un certain nombre de règles. Euh, la professionnalisation, c'est plutôt une bonne chose. Ça signifie aussi que ce sont des métiers qui sont reconnus, dans lesquels il y a un cadre légal qui est enfin, voilà, qui est réglementé comme tout secteur professionnel. Mais ce qui voilà, enclenché aussi une hausse des exigences du recrutement. Donc on voit aussi que au fur et à mesure des années, les exigences de recrutement sont plus importantes, avec des compétences vraiment spécifiques au secteur humanitaire qui sont recherchées, et une diversification des métiers qui est encore en évolution aujourd'hui. Là où avant, par exemple, on pouvait avoir des compétences logistiques, maintenant on va aller chercher voilà, des gens qui ont non seulement des compétences logistiques, mais une spécialisation, par exemple, au niveau des achats. Euh, donc voilà, des choses de plus en plus pointues. En parallèle aussi, ce qui est lié aussi, c'est qu'il y a un fort développement du marché de la formation. Donc voilà, si vous avez déjà cherché un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a des formations courtes, des formations longues. L'humanitaire est aussi entré dans les formations universitaires, des formations professionnelles bien sûr, dans lesquelles s'inscrit Bioforce. Ce qui est donc parfois difficile pour ceux qui sont novices ou voilà, qui démarrent, ce qui est parfois, voilà, c'est parfois difficile du coup de s'y retrouver. Euh, alors aujourd'hui, du coup, je vais vous parler plutôt des compétences. La première chose à avoir en tête, c'est que parmi les métiers qu'on retrouve dans le secteur de la solidarité, on distingue deux types de métiers. Il y a d'abord les métiers dits thématiques, qui fournissent des services qui sont liés à un thème ou un type d'intervention spécifique, donc qui sont liés à un type d'expertise particulier. Alors, vous allez voir des secteurs, pardon, des thématiques qui sont vraiment propres au secteur, comme par exemple l'eau, l'hygiène et l'assainissement, donc ce qu'on appelle communément l'expertise WASH. Également tous les métiers qui sont liés à la protection des personnes en situation de vulnérabilité, donc notamment les enfants, les femmes, etc., les personnes réfugiées, mais aussi un ensemble de thématiques voilà, d'intervention qui sont orientées vers des thématiques comme l'éducation, la santé bien sûr, la nutrition, la sécurité alimentaire, le droit. Donc voilà, qui font appel à un ensemble de compétences spécifiques liées à une expertise. On observe aussi que certains métiers qui sont liés à d'autres secteurs sont transposables assez facilement dans le secteur humanitaire, notamment les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, psychologues, ingénieurs. Donc voilà, tous ces métiers-là qui ont déjà une expertise en dehors de l'humanitaire ont déjà un set de compétences qui va être tout à fait pertinent, parfois directement transposable dans le cas de la médecine, etc., ou parfois vraiment directement utile pour entrer ou évoluer dans le secteur de la solidarité. Donc, si vous avez déjà une certaine, voilà, des thématiques, une expertise dans un champ donné, ça peut valoir la peine justement de vous appuyer sur cette expertise-là pour y entrer ou pour y évoluer.
Alors, la deuxième catégorie de métiers qu'on retrouve dans la solidarité, ce sont les métiers qui sont dits fonctionnels, donc qui fournissent des services qui sont utiles à un large éventail d'interventions et qui en fait permettent la réalisation efficace des projets. Donc indépendamment de la thématique, voilà, peuvent directement travailler dans le secteur parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que les projets se mettent en œuvre directement. Donc ils sont outillés en termes de méthodologie, de compétences techniques pour la mise en œuvre. On parle principalement des métiers support. Donc, c'est notamment les métiers liés à RH humanitaire, finance humanitaire, logistique humanitaire. Donc, tous ces trois métiers-là, ces trois champs de métiers-là entrent dans ce qu'on appelle les métiers dits support. Et puis, il y a aussi l'incontournable, la coordination et la gestion de projet, qui constituent aussi un ensemble de compétences qui sont essentielles. Et donc voilà, vous pouvez avoir une expertise ou un profil justement très très généraliste, vous formez en coordination de projet, et là vous êtes compétent pour la mise en œuvre de la coordination de projet indépendamment de la thématique. Il y a aussi un ensemble d'autres métiers qui peuvent être, qui sont aussi dits fonctionnels, notamment la communication, le plaidoyer, les métiers liés à la sécurité dans l'accès à des terrains humanitaires, etc. Donc voilà, qui sont indépendants de la thématique. Alors bien sûr, vous pouvez combiner les deux. L'idéal, c'est même d'avoir déjà une expertise thématique. Par exemple, vous avez un bagage en éducation. Si là-dessus, vous ajoutez des compétences en coordination, gestion de projet, ben voilà, ça vous rend à la fois expert de la gestion de projet, alors spécifiquement dans le secteur de l'éducation. Et là, du coup, vous avez des atouts pour pouvoir rejoindre une structure qui travaille principalement sur cette thématique-là, par exemple. Donc, il y a moyen vraiment de combiner les deux. Alors, maintenant que les bases sont posées, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Déjà, pour que tout le monde ait la même définition, je vous propose juste un petit tour pour qu'on sache bien ce qu'est une compétence. Euh, donc, une compétence, c'est agir correctement dans un métier ou une fonction exercée. Et elle est composée de trois dimensions. D'avoir des savoirs, donc ce sont vraiment les connaissances qui sont liées au métier que vous voulez exercer ou les connaissances techniques. Les savoir-faire, qui sont les compétences que vous avez acquises et qui permettent vraiment la mise en œuvre et la réalisation de ce que vous voulez faire, et des savoir-être. Donc c'est un ensemble de valeurs, des comportements, ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle, interpersonnelle, euh, qui est pour le coup dans l'humanitaire vraiment très 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 valorisé. Donc il faut bien penser au fait que quand on est compétent, c'est qu'on a vraiment ces trois dimensions. euh, pour pouvoir voilà, à la fois mobiliser ses savoirs, mettre en œuvre ses savoir-faire, et puis avoir le savoir-être qui permet en fait de discriminer, d'avoir le comportement adéquat. Ces trois dimensions, elles s'inscrivent toujours dans un contexte. Ça, c'est important à avoir en tête. Du coup, la question que vous pouvez vous poser, si jamais vous voulez voilà, entrer ou évoluer justement dans le secteur de la solidarité, c'est vraiment d'identifier les compétences dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Donc, quelles sont ces compétences qui sont en lien avec le métier, d'une part, et les compétences qui sont en lien avec l'environnement, le secteur. Par exemple, vous voulez devenir coordinateur, coordinatrice de projet, ça va être important d'identifier quelles sont les compétences d'un bon ou d'une bonne coordinateur, coordinatrice de projet que vous devez développer. Et bien sûr aussi, toujours les lier au contexte, en vous disant, voilà, ça peut être associé de certaines compétences techniques, un ensemble de savoir-faire, mais aussi un ensemble de savoir-être qui peut être propre aussi au contexte de l'humanitaire et que vous n'allez pas forcément retrouver dans la gestion de projet d'un autre secteur. Et puis bien sûr, l'autre question, c'est vous dire, bah, vous ne partez pas de rien. En général, vous avez déjà un bagage, parfois une expérience importante. Et l'autre question, c'est quelles sont les compétences dont vous disposez déjà, qui sont issues de vos expériences passées, qu'elles soient dans le secteur ou en dehors du secteur. Donc l'idée, c'est de vous situer à la fois dans le présent, de dire, voilà, quel est le bagage, quelles sont les compétences que j'ai déjà, et quelles sont celles qui me manquent pour atteindre mon objectif professionnel. Alors, dans l'humanitaire, ben, ouais, il y a un ensemble de compétences qui sont recherchées, qui sont vraiment propres à ce secteur professionnel. D'abord, vous voyez la petite pastille en rouge, c'est vraiment le cœur de métier. Donc ça, c'est ce que je disais. Si vous voulez, par exemple, devenir coordinateur, coordinatrice de projet, c'est voilà l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à un coordinateur ou une coordinatrice de projet dans l'humanitaire. Ça peut être, bien sûr, il faut des compétences en management, des compétences en gestion de projet, des compétences en stratégie, aussi des compétences en gestion des ressources, à la fois logistique, financière, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui constitue le cœur du métier. Ces compétences, peut-être que vous les avez déjà issues d'un autre secteur où vous étiez déjà peut-être gestionnaire de projet. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi ajouter un ensemble d'autres compétences. Il y a notamment ce qu'on appelle les compétences transversales.
Donc, ce sont les compétences qui sont pertinentes, que vous pouvez directement transposer généralement d'un secteur à un autre. Donc, entre là-dedans, par exemple, le management, la gestion des procédures, des réglementations, la gestion du temps, des choses comme ça, qui peuvent être acquis justement dans un autre secteur ou déjà dans l'humanitaire, et qui viennent finalement ajouter des cordes à votre arc en plus de votre métier technique. Il y a également toutes les compétences personnelles et relationnelles. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le fameux savoir-être qui est très très important dans le secteur humanitaire. Donc là, ce sont toutes les compétences qui sont par exemple liées à la gestion du stress, vos relations interpersonnelles, la flexibilité, l'adaptation qui est indispensable dans l'humanitaire. Les compétences en interculturalité, le fait de voilà, travailler avec différentes cultures, même si vous travaillez dans la solidarité plus locale, sont des compétences qui sont demandées. Euh, ou ça, voilà, ce sont des choses que vous pouvez à la fois développer par vous-même dans vos autres expériences, même extra-professionnelles, et bien sûr dans les expériences professionnelles que vous avez déjà eues. Alors viennent ensuite les compétences linguistiques. Pour la solidarité internationale, bien sûr, généralement, ce qui est demandé, c'est les langues enfin, les plus parlées, donc notamment le français, l'anglais. Généralement, pour l'international, ce qui est exigé, c'est un niveau minimum B2, voire C1 pour certaines structures. Même quand vous allez sur un terrain francophone, vous allez peut-être devoir interagir avec d'autres équipes, avec des bailleurs, parfois avec un siège qui est anglophone. Donc voilà, l'anglais en tout cas reste privilégié. Il y a d'autres langues qui sont également valorisées, comme l'arabe, le russe, l'espagnol. Voilà, pour être opérationnel dans plusieurs contextes, et ça peut vraiment rajouter aussi des cordes à votre arc. Une appétence pour l'interculturel, dont je l'évoquais, ça c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qu'on va vraiment aller chercher aussi dans le recrutement. C'est pas seulement de pouvoir travailler avec les équipes locales au niveau qui peuvent être de cultures différentes, mais c'est également pouvoir, quand on est dans des équipes internationales, travailler avec des gens de sa propre équipe qui viennent d'horizons différents. Parce qu'on observe maintenant dans les équipes internationales aussi une très grande variété de cultures. Donc, vous pouvez être envoyé sur un terrain et travailler avec voilà, un coordinateur financier qui va être indien, une coordinatrice RH qui va être française. Voilà. Et donc, il faut aussi pouvoir composer au sein de sa propre équipe avec l'interculturalité. Et puis enfin vient vraiment cette nécessité d'être capable de travailler avec son réseau, ses partenaires. Ça, c'est essentiel, de pouvoir vraiment adapter son langage, ses méthodes, voilà, le travail au quotidien avec un ensemble de partenaires de niveaux très très différents. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est membre de l'autorité locale, voire même d'un ministère un jour, le lendemain travailler directement parfois en contact avec des bénéficiaires ou des partenaires. Donc c'est essentiel d'avoir vraiment cette souplesse et cette capacité-là. Je vous donne quelques exemples que j'ai déjà évoqués, hein. Donc, si vous regardez les compétences techniques, donc voilà, vous pouvez par exemple avoir des compétences techniques en finance, et puis ajouter à ça un ensemble de compétences transversales et relationnelles que vous avez pu développer par ailleurs, qui vont vraiment être pleinement considérées lors de recrutement. Ou à l'inverse, peut-être que vous avez déjà une expertise technique très, très forte en logistique dans le secteur privé, par exemple, mais qui vous manque peut-être un certain nombre de compétences transversales ou relationnelles que vous pouvez peut-être développer dans vos emplois actuels, voire aller développer ça dans d'autres structures ou d'autres expériences et vraiment pouvoir les mettre en avant sur votre CV. Et comme je l'ai évoqué, on peut combiner bien sûr des compétences techniques plus fonctionnelles avec des compétences plus thématiques. Donc, si vous avez déjà un bagage en santé, éducation, droit, en agronomie, etc., ça, c'est vraiment quelque chose qui soit peut être directement transposé et on va venir chercher vraiment cette expertise technique, soit vous y ajoutez un ensemble de compétences en gestion de projet. Généralement, c'est comme ça que ça se fait, mais parfois pas, parfois même en logistique, etc. Pour ceux qui veulent, par exemple, se spécialiser en logistique santé, voilà, moi j'ai connu des personnes qui avaient un bagage en santé, qui se formaient en logistique après et qui se spécialisaient vraiment sur ces questions-là. Donc, c'est des choses qui peuvent être combinées et vraiment attractives pour le secteur. Alors, comment fait-on un bilan de compétences? Donc, j'ai évoqué, l'idée, c'est de pouvoir à la fois identifier les compétences qui vous manquent, bien sûr, mais aussi et surtout travailler déjà sur les compétences dont vous disposez. Alors, comment est-ce qu'on peut faire son propre mini bilan de compétences? La première chose, c'est de lister. Voilà, vous prenez une feuille, vous listez vos expériences personnelles et vos expériences professionnelles. Alors, quand on dit expérience personnelle, entre là-dedans toutes les expériences peut-être que vous avez eues au niveau de changement international, ces expériences qu'on appelle de changement de cadre et d'environnement, les expériences qui sont parfois un peu atypiques, les voyages que vous aurez pu faire, vos engagements bénévoles aussi, qui peuvent être voilà, parfois à la frontière entre personnel et professionnel. Euh,
de vraiment toutes les lister, sans en oublier aucune. De chaque expérience, ensuite, prendre chaque expérience et déduire votre savoir-faire, vos savoirs et vos savoir-être. Donc voilà, l'idée c'est de prendre, par exemple, vous avez été bénévole dans l'association de votre quartier. Qu'est-ce que vous avez, voilà, faire le bilan de, bien, je suis entrée à tel moment, j'en suis sortie à tel moment, ou je suis toujours dedans. Qu'est-ce que j'ai pu développer depuis que j'ai commencé ce bénévolat en termes de savoir-être? Tiens, maintenant je suis capable de faire quoi? J'ai appris quoi? Par exemple, si vous êtes engagé dans une association pour les réfugiés, bah, vous avez acquis des savoir-faire, peut-être de l'accompagnement de personnes réfugiées, un ensemble de savoirs aussi. Vous avez commencé à connaître un minimum les réglementations, les procédures, etc., les droits des personnes réfugiées. Et puis le savoir-être, bah, vous avez appris à adapter votre communication en fonction de votre interlocuteur, par exemple. Vous avez eu parfois des situations de pression, vous avez appris à gérer votre stress. Vous avez appris aussi à être adaptable et flexible pour pouvoir, voilà, parfois changer le planning en dernière minute selon les urgences, etc. Donc vraiment faire cette liste de tout ce que vous avez pu développer et apprendre grâce à cette expérience. De là, vous allez avoir une liste finalement de savoir-faire, savoir-être, et vous aurez devant vous un ensemble voilà, peut-être un peu brouillon de l'ensemble de vos savoir-faire, savoir et savoir-être. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre un petit peu d'ordre là-dedans et de les trier sous forme de compétences en fonction du degré de maîtrise que vous avez. Donc voilà, peut-être qu'au terme de 2 ou 3 années de bénévolat, vous allez vous dire, ah ben ça vraiment, maintenant, mon savoir en termes de réglementation des personnes réfugiées, en fait, je le connais vraiment bien, donc je peux dire que j'ai un bon degré de maîtrise. Ou ça peut être voilà, des choses que vous venez de démarrer, où vous mettez, bah, voilà, j'ai commencé à y toucher, donc j'ai un degré de maîtrise peut-être débutant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que l'idée, c'est de pouvoir les hiérarchiser. Alors non seulement en fonction de votre degré de maîtrise, pour mettre en avant vraiment celle que vous maîtrisez le mieux, et également les hiérarchiser par rapport à votre projet professionnel. Donc de sélectionner en fait dans cette liste l'ensemble des compétences qui vont être pertinentes par rapport à votre projet professionnel. Donc c'est là que vous devez ressortir la liste que vous avez faite au début, de dire voilà, par exemple, je veux devenir coordinatrice de projet, ça c'est la liste des compétences que je vois pour devenir coordinatrice de projet. Quelles sont celles dont je dispose déjà? Et vraiment sélectionner celles-là pour les mettre en avant. Et puis c'est là que vous pouvez ensuite évaluer votre marge de progrès. Comment améliorer votre degré de maîtrise d'une compétence? Quelles sont celles qui vous manquent? Et puis commencer à réfléchir à ben, comment est-ce que je peux les acquérir? Est-ce que c'est un poste intermédiaire qui me permettrait d'en développer certaines? Est-ce que ça nécessite une formation complémentaire pour vraiment peut-être en confirmer certaines ou en développer des nouvelles? Mais au moins, ça vous permet d'avoir vraiment un dessin global de ce que vous avez, de là où vous devez arriver, du degré de maîtrise que vous avez et puis du degré d'amélioration que vous devez atteindre. Alors, si on zoome un petit peu plus sur l'identification des compétences, donc là, on est plutôt vraiment sur la partie déduisée. Donc là, je vous ai fait le résumé du processus. Mais si on zoome un petit peu, comment est-ce qu'on identifie ses savoirs, ses savoir-être, ses savoir-faire? Alors, il n'y a pas vraiment de secret. L'idée, c'est vraiment d'analyser votre pratique. Qu'est-ce que vous avez fait dans la réalité? Donc, plongez dans ces expériences-là et vraiment vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Voilà, n'hésitez pas à faire une petite liste de bah, j'ai fait ça, j'ai fait un planning, je suis arrivée, j'ai suivi une équipe qui accompagnait, par exemple, enfin, qui réalisait peut-être des maraudes avec le SAMU social. Comment je m'y suis pris? Ben, j'ai fait un briefing avec les personnes, je suis allée sur le terrain, j'ai discuté avec les gens, etc. Essayez d'être le plus détaillé possible. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir? Ou qu'est-ce qui m'a fait échouer? Tiens, je me souviens d'une maraude particulièrement difficile, où je me suis vraiment pas sentie à ma place, etc. Mais qu'est-ce qui m'a fait échouer? Ou à l'inverse, là, j'ai vraiment réussi à obtenir quelque chose. Comment est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, vous comprenez bien que quand vous avez échoué, ben, bien sûr, l'idée derrière, c'est de vous dire, ben, finalement, qu'est-ce que j'ai appris grâce à cet échec? Qu'est-ce que je sais faire grâce à cette expérience? Et aussi, quels sont les outils que vous avez développés grâce à cette expérience et que vous allez peut-être pouvoir réutiliser dans un autre contexte? Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en évidence ce que vous avez appris et capitalisé. Et puis ensuite, comme je l'ai dit précédemment, de faire un bilan, une sélection, en fait, parmi tout ça, des choses qui vont être utiles par rapport à votre projet. Hem, donc voilà, c'est vraiment partir de ce qu'on a et puis surtout toujours mettre ça en rapport avec votre objectif et ensuite vraiment d'aller sélectionner. L'idée, c'est d'aller vraiment mettre en évidence ce qui va être pertinent pour votre projet et de laisser une place plus importante à ces compétences-là, histoire aussi d'orienter progressivement votre CV, vers ce type de compétences.
Alors, comment est-ce qu'on verbalise, enfin, comment est-ce qu'on formule, pardon, les compétences? Pour vous aider, l'idée, c'est vraiment de partir de je suis capable de mettre un verbe d'action, un objet et un contexte. Je vous donne des exemples. Je suis capable d'assurer le suivi des activités du projet avec les partenaires locaux et internationaux. Alors, ce qui est important, c'est à la fois mettre en évidence le verbe d'action, donc ça va être principalement soit votre savoir-faire, soit votre savoir-être. L'objet, beh, ça permet en fait de définir, plus précisément votre action évidemment et puis toujours bien mettre en évidence le contexte. Le contexte, comme on l'a vu, c'est ce qui va déterminer les circonstances dans lesquelles vous êtes capable d'agir. Est-ce que ça peut être une langue, par exemple, je suis capable de réaliser un cadre logique, en espagnol, par exemple. Est-ce que ça a été le type d'environnement? Je suis capable de, gérer, de faire un suivi de projet, dans un environnement multiculturel. Je suis capable de mettre en œuvre des projets avec des partenaires locaux. Donc ça peut être avec qui, le type d'environnement, et cetera. L'idée, bien sûr, c'est de mettre en évidence cette compétence dans un certain contexte. Alors évidemment, au plus le contexte il est proche de votre cible, donc du contexte de la solidarité internationale, au plus votre compétence, elle va être bien sûr pertinente et facile à mettre en avant. Par contre, si vous avez un contexte différent, ça peut être quand même intéressant d'aller voir certaines circonstances qui ont été similaires. Peut-être parfois vous êtes travaillé en secteur privé, mais vous avez quand même dû discuter avec des gens qui venaient de cultures différentes, peut-être du travail sous pression aussi, peut-être vous avez dû lancer un projet depuis le début avec peut-être un large champ d'autonomie. Donc voilà, allez vraiment chercher aussi dans ces circonstances et ce contexte des choses qui vont être pertinentes pour pouvoir au mieux transposer vos compétences et convaincre ensuite un recruteur ou une recruteuse par rapport à votre projet. Ce qui est important aussi, quand on parle de ces compétences, c'est vraiment de pouvoir l'illustrer. Donc, gardez bien votre liste avec les expériences à partir desquelles vous avez déduit vos compétences, parce que ça permet justement de pouvoir la prouver et l'illustrer. Donc, quand vous êtes face à un recruteur et que vous dites, voilà, je suis capable d'assurer le suivi des activités du projet avec les partenaires locaux internationaux, directement connectez ça avec votre expérience et un exemple directement. Voilà, c'était par exemple dans le cadre de mon expérience avec telle association où j'ai appuyé tel type de partenaire, etc. Donc, montrez vraiment tout ce travail de déduction que vous avez pu faire de vos compétences en lien avec votre expérience. Alors, ça peut du coup vous mener, voilà un peu la forme que ça peut prendre. Euh, Faire la liste, donc on a dit de vos expériences, donc vous pouvez mettre ça sous forme d'un petit tableau. Déduire avec le travail, voilà, la méthode que je viens d'évoquer, les différentes compétences. Alors, on peut écrire un roman, hein, donc l'idée, ça peut être voilà, peut-être de vous limiter déjà à 5 compétences par expérience, qui sont les plus, peut-être les plus pertinentes par rapport à votre projet. Indiquer chaque fois le degré de maîtrise et puis une preuve de votre compétence. Donc, la preuve de la compétence, ça va être j'ai réalisé, donc par exemple, vous me remettez j'ai fait un suivi de projet avec des partenaires locaux, etc. Quelle sera la preuve? C'est par exemple tous les documents. J'ai réalisé un cadre logique, j'ai fait le suivi budgétaire avec les partenaires, etc. J'ai animé des ateliers. Donc voilà, ça, c'est vraiment toutes les preuves concrètes que vous pouvez utiliser comme illustration au moment où vous allez parler de vos compétences. Tout ça, ça vous permet de rédiger ensuite un argumentaire que vous pouvez utiliser pour exposer vos compétences. Alors, soit directement dans votre lettre de motivation, en sélectionnant vraiment les compétences qui vont être pertinentes par rapport au poste que vous visez, soit oralement. Alors, l'idée, c'est même les deux, hein, c'est-à-dire ensuite oralement pouvoir entrer vraiment dans ce discours-là. Ça permet en fait au recruteur de directement d'avoir un langage commun en fait avec le recruteur, de directement parler de vos compétences et de sortir justement un petit peu de vos expériences contextualisées. La compétence, ça permet directement de voir, ça crée vraiment un pont entre peut-être votre expérience passée et puis le projet que vous avez. Ça vous permet directement d'être honnête aussi par rapport à votre degré de maîtrise. Et puis directement aussi d'illustrer avec la preuve et de dérouler vraiment un fil rouge entre les expériences que vous avez faites et puis votre projet. Voilà pour le petit tour concernant les exercices. On aura le temps dans les questions-réponses voilà, si certains veulent des clarifications, de rezoomer un petit peu sur ces différentes étapes, n'hésitez pas. Euh, je vous donne déjà rendez-vous le mardi 21 avril pour faire des liens aussi avec ce qu'on vient d'évoquer. Donc l'idée, ce sera de discuter sur voilà, comment se préparer à un entretien de recrutement dans l'humanitaire, vu que l'enjeu, justement, c'est lors de l'entretien de pouvoir présenter aussi vos compétences, donc d'une part vos motivations et bien sûr vos compétences. Donc voilà, les questions un peu qu'on va aborder. Également, on va parler des projets de reconversion, donc comment expliquer vraiment un virage professionnel qu'on peut éventuellement avoir et comment convaincre
montre que ce virage, il a été réfléchi, qu'il est pertinent, que vous avez déjà plein de choses à apporter. On va zoomer un petit peu aussi sur comment expliquer les éléments de votre parcours dont vous aurez du mal à parler, vous ne savez pas très bien peut-être comment présenter, et puis aussi des atouts que vous pouvez valoriser. On sera tout à fait dans la suite de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Voilà, je reste là avec vous pour les questions et je serai ravie d'y répondre. Alors, étonnamment, on n'a pas de questions dans le canal de conversation pour l'instant. Ok. Peut-être que vous êtes plus à l'aise à l'oral. Je peux ouvrir vos micros. Vous pouvez ouvrir vos micros après avoir levé la main si vous avez des questions euh, pour pouvoir poser vos questions à l'oral. C'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez inhibé. En tout cas, on est là pour ça. Euh, voilà, on va vous laisser le temps de patienter. Et, et s'il n'y a vraiment pas de questions, eh ben, ah, une question ici. Alors, j'ai pas de nom. Parce que le nom, c'est J'ai Yves, pas de Yves nom, Anissé. mais je vais. euh, voilà. Ah bah, normalement, j'avais débloqué le micro. Bonsoir. Ça devrait être bon. On vous écoute. Oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir à tous. Excusez-moi, moi, c'est Yves Anissé. En fait, moi, ma question porte sur les compétences thématiques. En fait, moi, j'ai suivi des formations académiques donc universitaires, tout ce qui est coopération internationale, relations internationales, développement et également humanitaire. Donc, ce qui fait que toutes ces formations-là, euh, je vais dire quoi, regroupe, parle justement de toutes ces thématiques-là, droits humains, protection, développement durable et tout ce qui va avec. Mais moi, mon souci se pose au niveau de la pratique, en fait. Est-ce que le fait d'avoir déjà ces connaissances-là théoriquement, donc à travers son parcours universitaire, peut peut-être impacter ou alors constituer une épine lors peut-être d'un recrutement? Est-ce qu'on va forcément demander à ce que vous ayez pratiqué, par exemple, dans le domaine de la protection des droits de l'homme, au développement et tout? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous m'aviez saisi. Oui, tout à fait. Je vois ce Alors, que oui. Alors clairement, une épine, pas du tout. Pour moi, là, vous avez déjà un ensemble de compétences qui sont tout à fait pertinentes, qui rentrent plus dans les compétences qu'on appelle plutôt généralistes par rapport au secteur de la solidarité. Euh, donc c'est à la fois peut-être une connaissance des différents contextes, des outils pour pouvoir voilà, connaître l'action humanitaire, dans quel cas elle est déployée, etc. Donc ça, c'est vraiment un set de base sur lesquels vous pouvez vous appuyer. La question, c'est peut-être vers quel type de poste que vous voudriez aller, et puis ensuite de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ces compétences-là. Euh, donc, avec un set de compétences comme ça, j'imagine que vous avez déjà eu peut-être aussi des formations un peu en gestion de projet, peut-être en connaissance des différents bailleurs, des choses comme ça. Euh, et donc là, c'est peut-être mieux définir le type de poste que vous voudriez viser et voir déjà ce que dont vous disposez grâce à votre formation et voir celle qu'il faudrait encore approfondir. L'autre piste, en ayant aussi un profil généraliste, c'est de vous orienter vers des postes qu'on appellerait plutôt des postes d'entrée pour justement vous former peut-être à des compétences peut-être plus techniques ou plus opérationnelles. D'accord, euh, et donc aller vers des postes qu'on appelle plutôt, voilà, peut-être d'assistant de projet, voilà, plutôt des postes juniors qui vous permettent de compléter en fait le set de compétences plus généralistes que vous avez avec des parties peut-être plus techniques. Mais en tout cas, le socle que vous avez, il est tout à fait pertinent. d'accord. Merci beaucoup. Je sais pas si Laetitia, tu as des ajouts à faire. Non, et puis aussi parfois avec ce type de profil, c'est les ONG droits de l'homiste, comme on dit, Oui. qui risquent d'être aussi des bonnes opportunités pour vous, puisqu'on est plus sur
des projets de renforcement de la gouvernance des populations autochtones, des défenses des droits, du plaidoyer. Donc, moins sur de la logistique et de l'opérationnel. C'est du terrain quand même, mais c'est un terrain qui est différent, on va dire. Voilà, faut le formuler. Ici, j'ai une question écrite, je vais la lire. Je suis un technicien TIS. Ma question est quel type de certification je peux faire pour un impact dans l'humanitaire? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas trop évoqué les compétences plutôt techniques, enfin ce type d'expertise-là. Pour le coup, en général, quand on veut travailler au niveau des TIC directement au niveau d'un siège, etc., euh, elles sont pour le coup, hein, c'est un métier qui est directement transposable, je pense. Enfin, voilà, je ne sais pas quel est votre parcours exactement, mais enfin, au niveau des sièges, des organisations, on a besoin d'informaticiens, etc. Donc, enfin, à la fois au siège et même au niveau des missions, je ne sais pas d'où vous écrivez. Donc ça fait partie d'un ensemble de métiers où vous pouvez directement postuler sur des offres, voilà, pour généralement des structures assez conséquentes qui ont besoin de personnes qui sont voilà, qui ont ce profil plus informatique. Si vous voulez en plus, donc voilà, soit directement postuler dans le secteur avec ces compétences techniques-là, et si vous voulez encore plus ajouter une coloration, j'ai envie de dire, à votre profil pour bien montrer votre motivation, euh, c'est justement pouvoir ajouter peut-être d'autres types de savoir-être que vous auriez pu développer par ailleurs, de la connaissance peut-être d'une association, d'un bénévolat pour pouvoir le mettre en avant et montrer vraiment votre motivation pour travailler dans ce secteur-là. Et puis dans votre lettre de motivation, bien sûr, vraiment expliquer pourquoi en fait vous voulez exercer votre métier dans l'humanitaire et peut-être pas dans un autre secteur. Et à titre d'exemple, il y a beaucoup de think tanks dernièrement qui se sont constitués et dont certains sur l'intelligence artificielle, genre AI for Good ou ce genre de thématique qui se rapprochent de votre secteur et qui vous donneraient l'opportunité de vous impliquer à titre bénévole et ou de lire leur littérature pour aussi pouvoir prouver une appétence pour le lien entre votre secteur et les ODD, et les objectifs du développement durable. Et peut-être une observation aussi, nous, dans nos formations Bioforce, il y a pas mal de personnes aussi qui viennent se former en logistique et qui ont déjà un bagage euh, plutôt technique au niveau informatique, etc. Donc là, il y a des connexions assez évidentes à faire euh, pour travailler sur les services généraux, des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment des ponts aussi, si jamais vous êtes intéressé par creuser un petit peu plus, aller faire le lien peut-être avec des compétences plus logistiques. Euh, voilà, ça peut être un pont vraiment intéressant. Alors, il y a Kipaka Gracia qui est en train d'écrire. Donc, j'attends d'avoir le texte pour pouvoir partager la question. Les autres peuvent aussi, si vous voulez que je revienne aussi sur certaines étapes du bilan, n'hésitez pas parce que c'est assez court pour un travail qui prend quand même du temps, hein. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, faire le bilan de ses compétences, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement sur un coin de table en 10 minutes. Voilà, mais c'est normal que ce soit un travail un peu fastidieux sur lequel il faut revenir plusieurs fois. Mais ça vous permet vraiment justement de maîtriser aussi votre profil et ensuite d'être beaucoup plus pertinent à l'oral. Et peut-être un petit ajout aussi, comment est-ce qu'on peut identifier les compétences d'un métier? Le plus simple, c'est vraiment d'aller lire des offres de poste des métiers que vous allez viser. Donc, par exemple, voilà, vous visez à être logisticien, responsable finance, etc. Vraiment aller lire plusieurs offres de poste et puis ensuite identifier voilà, les compétences qui sont récurrentes entre ces différentes offres qui constitueront peut-être voilà, 5 à 10 compétences clés que vous allez devoir viser et ensuite mettre ça en balance avec votre propre parcours. La question suivante, c'était, on parle beaucoup de montée en compétences, mais dans quel contexte précis les organisations de solidarité internationale font-elles aujourd'hui confiance à un profil
junior. Au-delà du diplôme, quel est le déclic qui fait recruter quand on a peu d'expérience terrain? Alors, les ONG font confiance à un profil junior quand elles ont un budget junior. C'est un peu cynique, un peu sarcastique, mais c'est vrai que souvent, il y a ce type de logique derrière un recrutement junior. Il y a aussi des ONG qui sont engagées sur l'apprentissage et donc qui vont avoir des alternants et on peut considérer qu'un alternant, comme il est déjà pleinement entré dans l'ONG, c'est un profil junior. Donc ça aussi, ça peut être des portes d'entrée. Et puis, il y a junior et junior. Il y a un junior à qui on demande d'avoir 3 ans d'expérience. Et puis, il y a le fraîchement diplômé. Et là, du coup, les expériences terrain, ça va être les expériences personnelles, ça va être les stages. Est-ce que vous avez été scout dans votre enfance et vous avez appris à vous servir de vos deux mains pour avoir un peu de sens pratique? Il y a plein de façons de valoriser l'expérience terrain. Il y a plein d'interprétations de qu'est-ce que c'est que le terrain. Quand on est sur des profils plus diplomatiques, on va dire, ben, le terrain, ça peut être une ambassade, ça peut être un bureau dans un ministère, ça peut se décliner, on va dire. Quand on est sur des postes plus gestion de projet, ben, ça va être de la gestion projet dans l'assaut des étudiants de votre filière. Organiser une soirée étudiante, c'est déjà de la gestion de projet. Voilà, il faut vraiment vous adosser au réel, aux choses que vous avez vraiment faites. Il y a plein de petites choses qui vous sembleront pas être du terrain, mais qui peuvent cocher la case. Je sais pas, Céline, si tu veux compléter. Oui, mais c'est une question qui vient souvent et puis surtout que on observe que quand, en tout cas pour des postes internationaux, ben, on ouvre un poste international quand il n'y a pas les compétences qui sont disponibles localement, ce qui fait qu'en tout cas la grosse majorité des postes internationaux sont réservés à des personnes qui ont déjà un niveau de compétence assez élevé et ce qui est plutôt généralement corrélé avec une expérience plus conséquente. Mais tout à fait dans le sens de ce que tu dis, Laetitia, euh, c'est vraiment se construire un parcours avec des petites briques qui vont progressivement voilà, ajouter des expériences qui sont voilà, qui peuvent paraître minimes, mais qui au fur et à mesure vont faire pencher la balance dans un sens et qui un jour vont avoir voilà, un vrai impact sur un recruteur. Et ces expériences-là, ben, moi je dis toujours, d'abord c'est viser large, c'est-à-dire même si on a un objectif professionnel en tête, ne pas hésiter à aller passer peut-être par d'autres types de postes, peut-être un peu moins ambitieux, et se dire qu'il y a parfois plusieurs échelons avant d'arriver à votre objectif professionnel et que tout le monde est passé par là. Donc le projet, ça peut être vraiment une source de motivation, mais que parfois il y a voilà, différentes étapes. Donc quand je dis viser large, ça peut être envisager des structures auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Donc je pense par exemple à des bailleurs, à des associations locales, que ce soit en salariat ou même en bénévolat. Moi j'insiste vraiment là-dessus. Le bénévolat, ça permet vraiment de se former, de faire du terrain. Surtout du bénévolat auprès des structures qui sont reconnues. Je pense par exemple à la Croix-Rouge, etc., qui ont parfois aussi des dispositifs d'accompagnement et de formation des bénévoles qui sont assez avancés et qui vous permettent vraiment de prendre des responsabilités. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les statuts de volontaires internationaux qui sont plus J'ai mis accessibles le aussi. lien. Ah, super. J'ai Ouais. mis le lien de France Qui Volontaire dans sont, la partie conversation que vous pouvez directement copier ou activer. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu. ben voilà, donc très bien, c'est du coup qui peuvent vraiment vous permettre d'avoir une expérience et qui sont plus accessibles à des personnes qui ont justement, moins cette fameuse expérience terrain. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Ben, c'est vraiment le savoir-être, des choses plus transversales que vous avez pu développer, en lien aussi avec votre motivation. Et voilà, avec beaucoup, beaucoup de patience et de plan B. Et voilà, c'est ce qui généralement fait la différence. Alors, j'ai une Une question question. supplémentaire. S'il vous plaît, les certifications comme celles délivrées par Disaster Ready peuvent-elles compléter ou renforcer les compétences ou profils généralistes? Alors oui, pour le coup, Disaster Ready, c'est vraiment une plateforme de qualité
avec des formations de qualité dans différentes langues. Dans le secteur, elle est connue et reconnue par un grand nombre de partenaires. Elle a pendant longtemps travaillé aussi en partenariat. Maintenant, ils ont énormément réduit leurs effectifs. C'est une plateforme de création de connaissances qui est rattachée à une fondation d'entreprise. Donc, ils ont réduit les effectifs et il y a un peu moins de liens partenarial avec les ONG, mais pendant longtemps, les ONG, les têtes de réseau telles que Coordination Sud, nous-mêmes, la CSI, étaient membres du comité de réflexion sur les thématiques qui étaient importantes à traiter dans les formations, les tutoriels, les MOOC mis en ligne par la plateforme. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez vraiment vous adosser dessus. C'est extrêmement qualitatif. Et dans le secteur, quand vous êtes face à un employeur potentiel, il saura ce que c'est. Voilà. Et j'ai ajouté aussi la plateforme Kaya, qui, voilà, il y a des sujets, des thématiques qui se recouvrent avec Disaster Ready, mais il y en a aussi certains en plus. Et effectivement, il y a des certifications qui sont vraiment reconnues. Donc, et parfois même, c'est un petit complément, mais qui vous permet, après coup aussi, dans un entretien, d'être plus convaincant parce que vous connaissez le langage, vous avez... voilà, on montre que ça vous permet de montrer aussi que vous savez de quoi vous parlez. Donc, vraiment, ne pas hésiter à aller suivre ces formations. Est-ce qu'on a encore quelques questions? N'hésitez pas, hein, on n'est pas nombreux dans cette session. C'est un peu une chance pour vous de pouvoir accéder à de l'information de première main. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos cas de figure tout en préservant votre vie personnelle quand même, mais s'il y a besoin de donner un peu des éléments pour avoir une réponse à un cas de figure, étant donné qu'on est un peu en petit comité, on peut se permettre d'aller au fond des sujets. Moi, je peux peut-être ajouter aussi, parce que c'est vrai que faire le bilan de ses compétences, c'est pas un exercice qui est facile. Mais l'idée de tout ça, c'est vraiment de progressivement mettre de la cohérence entre voilà, ce dont vous disposez déjà et puis ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. J'en reparlerai aussi lors du prochain Zoom sur le recrutement. Mais c'est vraiment très, très important de faire du lien entre ce que vous avez déjà et ce que vous visez. Donc vraiment montrer qu'il y a une cohérence. Et moi, je dis toujours aussi que c'est vous qui avez la responsabilité de faire ce lien. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas une expérience qui est peut-être plus déterminante, voilà, ou plus pertinente qu'une autre. C'est vraiment à vous qu'incombe la responsabilité de faire ces liens-là. Donc si vous êtes face à un recruteur qui dit, bah oui, mais peut-être que vous avez fait un bénévolat dans cet asso-là, mais c'est quoi le lien avec le poste? C'est pas au recruteur de le déterminer. Ça va vraiment être à vous de créer l'argumentaire pour faire ces connexions, et c'est là que vous allez être convaincant. Donc Et ça, c'est parfois, dans le choix, c'est tout bête, hein, mais dans le choix de la mise en page de votre curriculum, parfois être sur un CV au format CV par compétence. Si vous lancez une recherche sur Internet, typiquement les CV suisses, c'est des CV par compétence. Ça vous permet de lister vos compétences en face ou avant les expériences. Et comme ça met vraiment en avant les compétences acquises, qu'elles aient été acquises sur des expériences professionnelles, bénévoles, personnelles, etc. Donc, ça peut aussi faciliter justement cette mise en lumière du lien et des compétences. On avait une main levée de Zénabou. Zénabou, alors, Oui. participant, il faut que je débloque le... Je ne trouve pas... Là. Voilà. Le micro est ouvert. On t'écoute. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie du coup pour cette présentation et je voudrais actuellement moi je suis chef de projet data
Je suis en reconversion professionnelle et je regarde un peu beaucoup d'offres en ce moment concernant un peu dans le secteur de l'humanitaire, justement en rapport avec ce que je peux faire, notamment en coordination de projet et aussi dans le cadre du MIL, donc monitoring, évaluation, voilà. Et du coup, dans les profils, les métiers que vous aviez parlé, tout ce qui est généraliste, etc., vous n'avez pas parlé de ce volet-là 1000. Donc, je m'interrogeais un peu pour savoir, est-ce que du coup, je me focalise sur quelque chose peut-être qui n'a pas attrayant ou peut-être sur lequel je ne vais peut-être pas trouver d'opportunité ou d'intérêt. Et est-ce que peut-être que je devrais plutôt me focaliser plutôt sur des missions en tant que coordinateur de projet, parce que j'ai cette polyvalence-là en tant que data et chef de projet. Tu veux répondre, Céline? Oui, oui, en tout cas, je peux commencer. Alors moi, j'ai déjà vu des offres justement qui étaient spécialement dédiées aussi à la compétence data. Enfin, c'est des choses qu'on commence à voir aussi. Alors, il y a peut-être eu un petit refroidissement après les coupures de financement. Ça s'est peut-être rétréci un petit peu, mais en tout cas, c'est un besoin qui est évoqué, enfin voilà, qui se traduit dans des offres d'emploi, notamment par plusieurs grandes structures. Alors, soit effectivement directement sur des postes en lien avec des postes 1000, voire même aussi des structures qui ont un pan aussi de recherche. Je pense notamment à Action contre la faim, qui a aussi un volet de recherche. Euh, voilà, généralement des structures un peu plus conséquentes qui ont suffisamment de données à gérer et d'évaluation de projet à faire que pour qu'il puisse y avoir un poste dédié à ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, donc c'est tout à fait pertinent. Et clairement, les connexions avec le MIL, je les vois aussi. Et alors pour moi, en plus de la data, il faut effectivement des compétences en gestion de projet pour faire le MIL. Donc si ça, c'est quelque chose que vous avez déjà. Euh, le tout, ça va être vraiment, je pense, de présenter ça. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes pour l'instant, euh, mais je dirais que peut-être l'endroit où il faudrait une adaptation, si vous n'êtes pas du secteur de l'humanitaire, c'est peut-être justement la partie gestion de projet. S'il faut, voilà, un petit complément de formation à la gestion de projet dans l'humanitaire. euh, Combiner vraiment cette compétence gestion de projet et data, ça peut être vraiment tout à fait pertinent. Donc, je pense que votre projet, il est plutôt réaliste dans ce sens-là. Laetitia, je ne sais pas si tu as des idées en Moi, plus. j'avais presque envie de renforcer ce que tu viens de dire avec le fait que dans une conjoncture de rétrécissement des financements et de renforcement de la compétition, malheureusement, entre les ONG pour accéder au financement, l'enjeu du 1000 est d'autant plus fort puisque de plus en plus le plaidoyer promeut moins de reddition des comptes, moins d'administratif, mais en vrai, être capable de pouvoir chiffrer l'impact, le mesurer, le valoriser, euh, c'est plus que jamais nécessaire. Donc, je pense que même des structures qui n'avaient pas de poste 1000 jusqu'à maintenant vont avoir besoin de recruter sur ce type de profil pour rester dans la course, entre guillemets. Et on avait aussi une question ici. Alors, vous pouvez débloquer votre micro. J'ai plus votre nom. Le nom, c'est Yves. Voilà, on vous Oui, écoute. oui, en fait, moi, particulièrement, j'ai un profil orienté coordination et gestion de projet, mobilisation de ressources, donc fundraising, recherche de partenariats et 1000 également. Moi, ma question peut-être sera mesquine pour vous en tant qu'experte déjà du secteur du milieu. À partir de ce profil, quel serait par exemple le poste qui me permettrait peut-être d'accéder à, à avoir accès au secteur, quoi. Je suis pas sûre d'avoir Les postes que je peux cibler à partir de mon profil et les postes qui sont vraiment ouverts par exemple aux juniors ou ceux qui sont à 3 ans, 2 ans d'expérience. Alors là, moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que avec un profil généraliste, parfois on a tendance sur un CV à tout mettre.
et Ouais. du coup à avoir un large panel de compétences sans forcément se distinguer sur une compétence ou une autre. Alors voilà, j'ai pas votre CV sous les yeux, mais c'est parfois une tendance qu'on a parce qu'on a envie d'ajouter aussi pas mal de choses qu'on maîtrise. Là, je pense que l'idée, c'est d'aller peut-être faire des CV un peu plus orientés vers des projets précis. Donc voilà, d'après ce que vous avez dit, si vous avez des compétences en gestion de projet, en 1000, etc., c'est voilà, en premier lieu peut-être faire un CV qui est vraiment orienté vers le 1000. Et donc mettre en avant plus spécifiquement vos compétences 1000 en lien avec des offres vraiment orientées 1000 et vous dire, voilà, ça c'est un pan de votre profil et vous faire un CV 1000 pour tous les postes orientés 1000. Pareil pour la gestion de projet peut-être plus généraliste, pour des postes d'assistant de projet, etc. Vous faire un CV où vous mettez vraiment en avant les compétences en gestion de projet. Donc l'idée c'est de mettre vos expériences à peu près de la même façon, mais dans les compétences, dans la façon dont vous allez formuler les choses, vraiment mettre l'accent là-dessus. Tout ce qui est relations bailleurs, fundraising, relations partenariales, etc. Alors surtout le fundraising, ça sont des postes aussi qui se développent pas mal, vu que toutes les organisations ont vraiment cet enjeu-là. Donc là aussi, ça peut être un pan de votre profil et vous faire un CV. Donc c'est ne pas hésiter aussi, surtout quand on a un profil généraliste, à se créer voilà, différents CV pour différents visages. Et ça permet d'être beaucoup plus pertinent par rapport à une offre que d'envoyer le même CV à toutes des offres pour que finalement, voilà, le recruteur, il a parfois l'impression que votre expertise, elle est diluée. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Euh, voilà, tant qu'on se retrouve dans ces différentes identités, voilà, ça va vous permettre d'être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus pointu dans vos candidatures. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce que j'aurais à suggérer. Laetitia, je ne sais pas si tu as peut-être d'autres idées. Non, non, non. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, sur, j'ai une fois rencontré quelqu'un qui m'a dit il faut se demander 5 fois pourquoi pour, postuler dans l'humanitaire et de se dire ben, pourquoi est-ce que je veux travailler dans l'humanitaire? Parce que ceci, d'accord, mais pourquoi ceci? Parce que cela. Pourquoi cela? Parce que comme si. Et alors pourquoi comme si? Parce qu'enfin. Et une fois qu'on s'est posé 5 fois la question pourquoi, on arrive à la bonne raison, à la vraie raison un peu profonde, sans aller jusqu'à la psychothérapie, de pourquoi est-ce qu'on veut travailler dans ce secteur-là, pourquoi est-ce qu'on veut travailler dans cette structure-là, et avoir la réponse, c'est un atout supplémentaire parce que ça va, dans le processus de réflexion en amont des compétences, savoir pourquoi on y va, ça va transpirer. Ça va transpirer dans votre lettre de motivation, ça va transpirer dans la façon dont vous mettez en avant vos expériences. Et, ça, parfois, ça peut être effectivement un déclic en plus chez l'employeur de se dire, ben, on a face à nous quelqu'un qui a une maturité sur son projet professionnel et qui sait pourquoi il est là et il sait pourquoi il y va. Donc ça peut être encore un élément complémentaire peut-être. Oui, et je pense qu'on approfondira un peu plus cet aspect-là aussi au prochain Ouais. Zoom avec les questions de comment exprimer ses motivations et puis faire le lien entre voilà, compétences, motivation, ses atouts, les raisons pour lesquelles on postule, etc. Pas d'autres Euh, questions? on vous donne 2-3 minutes pour si vous voulez encore poser une question. Et puis, ben, si vraiment il n'y en a pas et que la présentation de Céline était claire, complète, comme toujours, et qu'elle a réussi à répondre aux questionnements individuels à travers cette approche générale, eh ben, c'est qu'on a gagné le pari. Ah, on a une petite main levée quand même. Anara, on t'écoute. Voilà, bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Et je viens tout juste de me connecter et je vous ai
déjà trouvé dans le sujet. Maintenant, je ne sais pas si déjà la présentation a été faite ou bien ce n'est pas nécessaire des participants. Voilà, moi je suis en Arabe du coup, je suis à Bamako actuellement. J'étais gestionnaire de sites de personnes déplacées internes avec la Direction nationale du développement social, qui est une structure technique de l'État, sur un programme de l'OIM. Donc, je suis en fin de contrat maintenant depuis 2024. Et avec la réduction des financements et le retrait de l'USAID, donc ça a beaucoup affecté le programme. Voilà, donc merci pour ce que je viens de trouver tout de suite, les explications. Ça m'a beaucoup, et ça va beaucoup m'aider et je ne sais pas ce que j'ai raté. Voilà, puisque je me suis connecté il y a juste 2 à 3 minutes. Merci. Alors, ce que vous avez raté, vous pourrez le retrouver, ou même vous tous, vous pourrez réécouter s'il y a certaines parties sur lesquelles peut-être on est allé un peu vite. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de la CSI à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous suivez la CSI sur les réseaux sociaux, on fera un post avec le lien direct qui vous permet d'accéder au replay. Et ça vous permettra aussi de partager le lien vers le replay avec d'autres personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées et auxquelles vous recommanderiez le Zoom métier de la CSI. D'accord, merci, je suis satisfait. Voilà, je viens de vous mettre le lien de la chaîne dans le chat. Eh bien, je pense que sur ce, on va vous souhaiter à tous une excellente soirée, une bonne continuation dans vos projets professionnels et personnels et plein succès pour les projets que vous allez mener par la suite. Peut-être qu'on se recroisera. Et rendez-vous au mois d'avril. Tu nous remets les dates, s'il te plaît, C'est la le slide. 21, le 21 avril. Alors, ouais, On va finir là-dessus, tac. comme ça.